Bienvenue Patrick et Julien. Merci d'avoir répondu à notre invitation à Morgane et à moi-même pour ce petit atelier avec cette question assez forte. Est-ce que tout ce que vous avez voulu savoir sur l'économie circulaire sans jamais oser le demander, c'est maintenant. Et on a voulu avec Morgane avoir le témoignage de deux experts du sujet économie circulaire chez Mobiliance. Je propose peut-être de commencer par vous présenter très rapidement. Patrick, ça fait combien de temps que tu es chez Mobiliance déjà? Oh, j'ose même plus le dire aujourd'hui, hein. Je suis effectivement adhérent de la profession depuis 1984. Et président donc national du métier recycleur depuis presque depuis 84? Non, Non. depuis 2001, donc ça fera 25 ans en début d'année prochaine. Ok. Et toi, Julien, un peu plus récent chez Mobiliance, mais un tout petit peu plus récent. Chez Mobiliance depuis 2023 et on avait fondé le métier remanufacturing comme une association en 2021. Donc c'est beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Mais néanmoins, vous êtes tous les deux des super experts et voilà, on voulait, dans le cadre de cette prise de parole, vraiment avoir votre vision de l'économie circulaire aujourd'hui en 2025, sachant qu'elle évolue sans cesse. Mobiliance a pris le sujet depuis de nombreuses années dans son périmètre. Mais ce qui est important de partager aujourd'hui, c'est votre vision, en quelques mots si possible, parce que je sais que votre temps est compté. Votre vision de l'économie circulaire aujourd'hui, qui veut répondre en premier? Je pense que, étant le plus ancien, je peux effectivement ouvrir un peu le bal, puisque économie circulaire, aujourd'hui, c'est un mot un peu galvaudé, je vais dire, puisque aujourd'hui, on parle plus que de ça. Mais n'oublions pas que dans l'automobile est quand même le produit qui a traité de l'économie circulaire historiquement le plus ancien, puisque je rappelle quand même que l'automobile est le produit de consommation où il y a eu le plus de recyclage, puisque depuis la création de l'automobile, on est à plus de 70% de taux de recyclage et qui en a fait un produit de consommation le plus recyclé des produits de consommation. Et puis même depuis l'après-guerre aussi, où il y avait un manque de pièces. Alors oui, j'aime expliquer ça, de dire que notre profession est née après la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement pourquoi? Parce que les seuls automobiles qui circulaient à l'époque n'avaient plus de pièces détachées pour être réparées, tout simplement parce que les producteurs automobiles de l'époque avaient tous été réquisitionnés pour l'armement. Et donc, il n'y avait pas de pièces disponibles. La seule solution pour entretenir et réparer un véhicule, c'était la pièce de réemploi. Néanmoins, merci pour ces précisions, Patrick. Néanmoins, l'économie circulaire, c'est structuré. Il y a un cadre réglementaire, il y a la loi AGEC, il y a plein de choses en France qui sont apparues. Et du coup, ça a pris une nouvelle dimension quand même, Julien. Oui, alors si je peux compléter la réponse de Patrick, effectivement, l'automobile est prise en exemple dans tous les sens comme un marché très circulaire, et c'est vrai que c'est un marché où la recyclabilité a toujours été travaillée. La réparabilité, attends, on peut quand même en parler 2 minutes. Voilà un produit qui se répare beaucoup, qui se répare partout. Il y a des professionnels partout qui réparent des voitures. Et ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça, mais on a tellement aujourd'hui des biens de consommation ou d'équipements qui se réparent peu ou qui se réparent mal, qu'on peut aussi s'enorgueillir d'être sur un produit qui a développé ses process de réparation, ses réseaux de réparation, etc. Et nous, ce qu'on applique, d'ailleurs, on l'applique également sur la pièce, cette histoire, en fait, puisque la pièce qui vient réparer les voitures, elle-même, elle est réparable, elle est réutilisable, elle est réemployable, soit en tant que pièce d'occasion pour être remise sur une voiture du même type, soit pour les pièces mécaniques par exemple, pour être remise à niveau, réparée. Donc oui, l'économie circulaire, ça fait bien longtemps que ça existe, des décennies et des décennies sur l'automobile. Et c'est vrai que depuis quelques années, on en parle davantage. On en parle davantage et comme tu le disais, c'est aussi prolonger l'usage, c'est vertueux, ça nous fait gagner du CO2. En termes de coût aussi, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je crois que Morgane, tu avais une question plus précise sur ce sujet. Oui, alors j'ai une question pour vous deux. Comment est-ce qu'on peut mieux mettre en valeur ce modèle d'économie circulaire qui combine un bon sens industriel, la durabilité et l'utilité pour toute la filière? Alors, bon, faut déjà être conscient des résultats et des performances obtenues. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est quasiment à 97% de la masse d'un véhicule. C'est-à-dire qu'on a atteint aujourd'hui, on est dans le déchet ultime à moins de 5%. C'est quand même quasiment rien. Donc, par contre, la question, c'est comment valoriser mieux les produits
quelle est les mettre à bonne échelle, de pouvoir faire le bon usage de ces produits et d'essayer de faire le moins de valorisation matière, de plus de prolongation de la durée de vie des produits. C'est tous ces facteurs-là, de recycler encore plus de produits. C'est des expérimentations que nous opérons régulièrement avec les équipementiers aujourd'hui, de trouver le moyen de valoriser encore plus de matière qu'on le faisait pour réduire encore ces 5%, alors que je rappelle que la France dépasse les objectifs de la réglementation européenne, donc on est quand même cité en exemple. Mais qu'est-ce qu'il faut pour monter d'un cran encore pour faire émerger cette filière qui représente aujourd'hui pas mal d'emplois, plusieurs métiers. Là, on parle de vos 2 métiers, mais il y en a quelques autres. Alors, je sais être violent quand c'est comme ça. Je crois que vous m'avez poussé à ça. Ce sera des volontés politiques. Il faudra des volontés politiques. Françaises, européennes, internationales. Alors, elle commence, mais c'est la même chose aujourd'hui qu'on parle du national ou de l'européen. C'est quasiment le même combat. Le même combat parce que le problème des producteurs, c'est qu'ils sont toujours liés à des approches économiques. Et si on veut progresser encore, il faut qu'à un moment, le réglementaire impose l'usage du recyclé. Pourquoi? Parce que nous avons une forte expérience sur le recyclé. Et qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'aujourd'hui, que ce soit dans le RIMAN ou dans le réemploi, on a exactement le même problème. Problématique numéro 1, nos produits doivent être toujours moins chers que le moins cher des produits neufs. C'est-à-dire que l'approche... C'est le cas. Oui, pas tout, pas partout. Non, attention, souvent, pas surtout. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de pièces qu'on ne peut pas recycler ou qu'on ne réutilise plus parce que des marchés de pièces neuves venant de pays lointains, aujourd'hui, sont moins chers que nos pièces neuves, donc que nos pièces de réemploi. Donc, s'il n'y a pas de volonté politique, il y a un moment, on atteint les limites. Et c'est ça qui doit être le déclencheur. Il faut quitter, je vais juste conclure sur ça. Aujourd'hui, la seule étude de l'économie circulaire se fait sur une base économique. Et maintenant, il va falloir qu'on le fasse sur l'économie, bien sûr, mais c'est aussi, et ce que tout le monde attend, la protection de la planète. Tu confirmes, Julien, sur cet aspect économique ou c'est aussi un aspect technique parfois, certaines pièces qu'on ne peut pas remanufacturer ou... Oui, alors en réalité, tout se répare. Tout se remanufacture. Et aujourd'hui, c'est vrai que la principale limite à ne pas remanufacturer une pièce, c'est le modèle économique, c'est-à-dire le coût du remanufacturier lui-même. D'ailleurs, on se rend compte que chez les remanufacturiers, le coût de fabrication, ou plutôt de refabrication d'un produit, est souvent supérieur au coût de fabrication du produit neuf. Donc, si aujourd'hui, un produit remanufacturé arrive à 50-60% du prix du neuf, c'est bien que les industriels ont des appétits de marge qui sont bien inférieurs à ceux des équipementiers. Donc il faut aussi garder ça en tête. Et là où on a besoin de la sphère publique, c'est aussi pour protéger ces entreprises, ces business models qui sont plus fragiles, mais qui sont des PME qui emploient dans les territoires, que ce soit les déconstructeurs ou les remanufacturiers, qui sont en France et qui fabriquent et qui produisent des emplois à faible qualification, parfois à forte qualification. Est-ce que l'Europe peut nous aider justement à monter un peu en puissance sur le sujet? On a créé l'AME, Automotive Mobility for Europe, avec Mobiliance et d'autres partenaires européens. On a le Data Act pour la réglementation sur les data. On n'a pas encore un Circular Economy Act. Enfin, voilà, est-ce qu'il faut porter ça à un niveau plus large? Bien sûr que l'Europe doit aider. Et je vais vous dire, il y a un sujet tout bête, c'est que les pièces neuves aujourd'hui, à X%, plus de 50, je ne sais pas le chiffre, 70, 80, elles viennent d'hors d'Europe. C'est-à-dire que les pièces neuves qui entrent en Europe, qui sont consommées en Europe, viennent de Chine et d'ailleurs. On a 100%, 99% des pièces issues de l'économie circulaire consommées en France viennent d'Europe. Donc il y a clairement une corrélation très nette entre l'impact environnemental, parce qu'évidemment une pièce neuve qui vient de loin, c'est un impact environnemental très important, à la fois parce qu'elle est neuve et parce qu'elle vient de loin, et l'effet territorial et de souveraineté que ça génère. Donc, quand on parle de taxation carbone aux frontières de l'Union européenne, quand on parle de TVA ou d'incitation circulaire, en fait, on parle un peu de la même chose et que tous ces éléments environnementaux auront comme conséquence, et peut-être en est-ce même la cause, de préserver nos emplois et nos entreprises locales. Ok, c'est clair. Merci. Alors, juste pour compléter quand même à la question de Morgane, parce que tu disais comment on fait progresser, comment on booste le truc. Bien sûr, la réglementation, ça doit nous aider, mais
il y a un acteur qu'il ne faut jamais oublier en matière de réparation automobile. On a parlé de l'automobiliste un peu, c'est le réparateur en fait. Et il se trouve aujourd'hui comme hier et comme demain que le prescripteur clé, celui qui va ou non adhérer à la pièce issue de l'économie circulaire, celui qui va ou non prescrire cette pièce à son client, c'est le réparateur. Donc l'un de nos grands enjeux, sur la pièce d'occasion comme sur la pièce remanufacturée, c'est d'aller faire adhérer, embarquer, convaincre les réparateurs de l'intérêt de ces pièces. Ils sont obligés, hein, je le répète encore une fois ici, mais il y a une loi en France depuis de nombreuses années qui impose la proposition de pièces issues de l'économie circulaire aux réparateurs. L'information. La proposition. Ouais. La proposition. Oui, l'information. Et le client a toujours le choix au final. La proposition. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation à proposer un devis de pièces neuves. Je le dis à tous les réparateurs qui nous entendent, il n'y a aucune obligation à faire un devis avec des pièces neuves. Voilà. En revanche, faire un devis avec des pièces issues de l'économie circulaire, c'est une obligation. Cette obligation ne suffit pas. Moi, ce que je pense, c'est que les réparateurs, il faut qu'on les embarque pour des bonnes raisons. Des raisons économiques, bien sûr, puisqu'une pièce issue de l'économie circulaire, c'est toujours une bonne solution économique pour le client final et une marge préservée pour le réparateur. J'engage tous les réparateurs à faire le calcul. Chaque fois qu'ils regardent une pièce d'occasion, une pièce remanufacturée, ils peuvent préserver la marge qu'ils ont sur la pièce neuve. C'est vrai quasiment dans tous les cas. Donc il n'y a pas de sujet économique. Il y a un sujet de disponibilité parfois. De qualité, de disponibilité. Des pièces parce qu'il ne faut pas bloquer un chantier. Et ça, la filière doit continuer de se structurer. Là, j'aime bien faire la parenthèse quand même. Hein. Je rappelle que nous avons un taux de retour sur le réemploi qui est bien inférieur au retour des véhicules constructeurs. Hein. D'accord ? En taux de garantie. Ils oublient quand même qu'aujourd'hui, ils ont un taux de retour de leurs véhicules sur des problèmes techniques qui sont bien supérieurs à ceux qu'on a sur nos pièces. Hein. Et donc, ça, c'est un paramètre que je tiens quand même à souligner. Alors, je peux témoigner, la partie pièce de réemploi, c'est pas ma partie, mais alors je peux témoigner de la montée en régime des acteurs du réemploi, donc des déconstructeurs depuis quelques années, avec des investissements très lourds, avec des process industriels très lourds. C'est une profession qui s'est beaucoup structurée. Qui assure une qualité de pièce aujourd'hui pour les réparateurs qui est objectivement sans commune mesure avec le passé. Donc tous les réparateurs, du petit MRA jusqu'au concessionnaire, n'ont pas vraiment aujourd'hui de raison de ne pas y aller. Clairement, mais là aussi, il faut savoir cibler le produit. Il faut cibler le produit. Il n'est pas question de réparer des véhicules récents, extrêmement récents, avec de la pièce de réemploi. Ce n'est pas la cible. Et le réparateur, aujourd'hui, il doit garder dans son raisonnement les fournisseurs. Aujourd'hui, un réparateur, il a 5 fournisseurs, il a 5 produits. Il a le produit d'origine constructeur, le produit de qualité équivalente, le produit adaptable, le produit de remanufacturing et le produit de réemploi. Et le réparateur, son rôle, c'est d'analyser le besoin du client, l'usage du client, la solution à apporter au client pour lui répondre au maximum à ses problématiques. Et donc, une pièce de réemploi, je rappelle qu'aujourd'hui encore, un véhicule, la durée de vie d'un véhicule en France, la moyenne, c'est 20 ans. Donc, oui, ça ne bouge pas. Hein. Ça bouge pas, d'ailleurs. Et ça ne bouge pas. Les gens gardent leur voiture plus longtemps, mais la durée de vie reste... Les moyens évoluent. À plus de 12 ans maintenant. L'âge fin de vie ne bouge pas. Ce qui veut dire que la particularité, par contre, c'est que le parc de véhicules anciens, plus cotés, parce que je me permets de rappeler qu'on travaille toujours sur une valeur marchande avancée, une valeur marchande du produit. On est sur une valeur où il y a un chiffrage évalué sur les 10 premières années d'un véhicule, sur la deuxième moitié de sa vie. Il est valorisé en fonction de l'usage et du besoin d'usage. Donc, cette valeur-là, elle est faible. Et si le réparateur, alors compte tenu que, quand on peut dire aujourd'hui que les véhicules sont valorisés, sont chiffrés, il y a un chiffrage en fonction de nombre de mois d'utilisation et du kilométrage sur un véhicule les 10 premières années. Après, c'est une valeur du véhicule. Mais on est jusqu'à présent sur un parc de 40 millions. On avait un âge moyen autour de 9-10 ans. Ça voulait dire qu'on avait entre 17 et 20 millions de voitures qui avaient quand même 10 ans d'âge et plus. Et compte tenu qu'on arrive aujourd'hui à 12 ans de moyenne d'âge plus, ça veut dire qu'on va avoir un parc de véhicules anciens de 26-27 millions. Et là, on est la vraie cible de clientèle. Donc des belles perspectives pour l'économie circulaire avec ce parc sur les années à venir. C'est ça que vous nous dites tous les deux. En fait, il y a un vrai essor, ça va monter en puissance cette filière. Ouais, j'ai même une bonne nouvelle, Alain, si tu me permets. Toujours. On vient de recevoir les chiffres du dernier baromètre
Mobiliance qu'on fait avec le JPA sur le regard porté par les réparateurs sur la pièce issue de l'économie circulaire. Et quand on pose la question, il y a plein de chiffres et on aura l'occasion d'en reparler. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est le regard favorable porté par les réparateurs. Qu'est-ce que vous pensez de la pose de pièces issues de l'économie circulaire? Ils étaient il y a 2 ans, en septembre 2023, 1 sur 2 seulement, mais 1 sur 2 quand même, à dire être favorable ou plutôt favorable à la pièce issue de l'économie circulaire. 2 ans après, on vient d'avoir les chiffres, ils sont 87%. 87, on passe de 54% pour être précis à 87%. Ça veut dire une chose, ça veut dire que leur regard a changé. Ça veut dire que le mouvement est massif, 33% de points, 33 points de plus, c'est juste très significatif d'un point de vue statistique. Et ça veut dire que le potentiel est devant nous. Comment? Tu parles de perception ou d'utilisation? C'est de la perception, puisque c'est est-ce que vous êtes favorable à la pose de pièces? C'est pas la question de est-ce que vous en posez, est-ce que vous êtes favorable à la pose de pièces? Il y a d'autres questions, puis on aura sûrement plein d'occasions d'y revenir, mais favorable à la pièce, c'est déjà la porte ouverte au sujet. Tu vois, tu fermes pas la porte à ce type de pièce. Et puis la porte est ouverte, 87%. C'est tous les garagistes. Donc maintenant, charge à nous, la filière, les filières, de continuer de communiquer sur le bien fondé de ces offres. Il suffit de voir l'engouement aujourd'hui des gros industriels et des gros investisseurs sur notre profession pour justifier de l'intérêt. On avait encore hier un débat sur les investisseurs qui s'intéressent aux produits. On a aujourd'hui, que ce soit des constructeurs automobiles, que ce soit des grands distributeurs automobiles. Il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le jeu, c'est clair. Tout le monde rentre dans le jeu. Les assureurs rentrent dans le jeu. Tout le monde rentre dans le jeu. S'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y aurait pas autant de... Et on est, Patrick, on en parlait juste avant, on est dans le village de l'économie circulaire ici sur Equipoto. La première édition, on s'en souvient, c'était en 2022, on avait fait un petit village, et puis en 2023, un petit peu plus gros. Et là, c'est plus un village, là, on est sur un gros bourg. On a un pavillon à nous tout seuls. On a quasiment le hall à nous tout seuls. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les entreprises industrielles, et vous avez autour de la place ici, puisque c'est une vraie place de village, vous avez des centres VHU, vous avez des remanufacturiers pour toutes des PME qui sont prêtes à investir pour venir, et c'est très cher. Un petit message pour Equipoto, toutes prêtes à venir investir pour être là. Autant vous dire qu'elles sont prêtes à investir dans les capacités de production, pour investir dans l'innovation. Donc on est là et on est au rendez-vous pour consommer ce potentiel. Je vois que vous avez tous les deux le sourire, donc c'est bien. On va se quitter là-dessus, sauf... Dernière petite question, juste. C'est en quoi Mobiliance peut aider vos métiers à faire briller justement l'économie circulaire? Il faut toujours plus d'adhérents aussi. Alors attention, il faut déjà nous replacer dans le marché. Aujourd'hui, un centre agréé VHU, donc qui fait de la pièce de réemploi, un centre sur 2 adhère à notre organisation. Et c'est 1 sur 2 pèse 70% du marché. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Mobiliance est extrêmement bien représenté. D'ailleurs, on sait très bien que politiquement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que politiquement, on est important et l'intérêt des centres, s'ils restent avec nous, si ce sont des adhérents fidèles, c'est parce qu'on leur apporte de la valeur ajoutée. On est les meilleurs représentants. Il faut toujours être représenté par. Et en termes de lobbying, parce que là, derrière, on a quand même des gros acteurs qui veulent aussi récupérer un certain nombre de produits pour pouvoir les utiliser. Si nous n'avons pas Mobiliance pour avoir ces actions de lobbying, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, à mon avis, on perdrait vraiment beaucoup. Et Julien, côté Riemann, combien? 1 sur 2? 1 sur combien? 1 à 2 sur 2, côté Riemann. Mais au-delà de la représentativité, et évidemment c'est très important, le poids politique de Mobiliance et le poids de lobbying, c'est aussi Mobiliance, ça ne vous aura pas échappé, 25 métiers différents. Et là-dedans, beaucoup de réparateurs, des concessionnaires, des agents, des indépendants. Et évidemment, avec Patrick, main dans la main, on va, avec notre petit bâton de pèlerin, en permanence voir nos petits amis des autres métiers pour prêcher la bonne parole. Parce que cette économie circulaire, on l'a dit et redit, il faut qu'on fasse adhérer l'ensemble des réseaux, l'ensemble des réparateurs. Ils sont dans la maison, ça tombe bien. Pour faire encore juste une petite parenthèse sur ça, n'oublions pas, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de sujets qui sont transversaux avec les autres métiers. Et Mobiliance qui représente tous ces métiers. L'économie circulaire, par nature, c'est un sujet transversal. De toute façon, ça circule. Mais il n'y a pas que l'économie circulaire. Il y a aussi les problèmes liés à des outils, à des véhicules. Alors, et là, l'exemple le plus flagrant que l'on a, c'est le véhicule électrique. Le véhicule électrique, il y a des problèmes et on les gère. On a des soucis, enfin, il y a des actions à mener en termes de collecte,
en termes de traitement, en termes de stockage, en termes de valorisation. Mais on a les mêmes problèmes quand on collecte, qu'on soit dépanneur, qu'on soit recycleur, c'est les mêmes actions. Quand on stocke un véhicule en attente de démontage, le carrossier qui stocke un véhicule accidenté en attente de réparation, il a les mêmes problèmes. Donc, si on n'est pas conscient chez Mobiliance, et c'est ça la force de Mobiliance, c'est de représenter les 24 métiers et de pouvoir traiter des sujets communs et d'être force de proposition auprès de l'administration, entre autres. C'était le mot de la fin. Merci à tous. Merci Julien, merci et merci Alain, Patrick. merci Morgane. Merci à tous les deux.